Allez, 1, 2, 3. Bonjour, bienvenue dans l'émission quotidienne de l'UPE 13, la place des entrepreneurs. Émission qui se fait en partenariat avec la région Sud et Kedge Business School. Je me présente, je suis Isabelle Onchamp, je suis vice-présidente de l'UPE 13 et je reçois aujourd'hui 4 chefs d'entreprise que je vais inviter à se présenter, donc à donner leur nom, le nom de l'entreprise, le nombre de salariés, où vous vous situez. Je vous écoute. Merci, bonjour. Je m'appelle Leslie Chaffis, je suis la directrice générale de l'Intercontinental, hôtel 5 étoiles, ouvert il y a 7 ans et demi, propriété d'AXA, 160 salariés et 250 en saison. Voilà. Merci. Bonjour, Patrick Chamelin, diplômé de Kedge, j'en profite. Je dirige Gexcel, qui est une société basée à Marseille, Brest, puisqu'on vient de racheter une société à Brest il y a quelques semaines, et Paris. Donc nous faisons des logiciels de gestion et des logiciels d'encaissement pour les magasins. L'activité restaurant ayant été vendue juste avant le Covid à Fiducial. Donc on s'est recentré sur une partie des métiers. Voilà. Arnaud Castagnède, je dirige le cloître et le restaurant Les Jardins du Cloître, installé dans le cloître, dans le 13e arrondissement de Marseille. On est ouvert depuis 2 ans. Nous avons 6 salariés. Julien Fabre, je suis le directeur de l'agence de communication Sunmed sur Marseille. On a nos bureaux sur le Vieux-Port, pas très loin. Donc c'est une agence de 30 personnes, voilà, communication globale. On accompagne des collectivités ou des entreprises privées, l'Olympique de Marseille, la Provence, je ne vais pas tous les citer, mais voilà, dans leur stratégie de communication et dans la création de leurs outils. Et on a également une filiale, ça, je pourrais faire un petit focus dessus, Sunmed Event, qui est une agence événementielle. Donc je pense que c'est de circonstance avec le thème de l'émission. Voilà, donc la discussion va être ouverte. Hein. On va parler évidemment de votre activité en ce moment. Donc on est dans une période pas évidente pour personne. Donc je voulais votre sentiment d'abord sur le premier confinement, sur le démarrage de la crise, et puis après on pourra échanger là-dessus sur votre propre activité. Quel est votre sentiment, comment vous ressentez tout ce qui se passe? Honneur d'âme, c'est ça? Bien sûr. Bon, premier confinement, je pense qu'il n'y a plus grand-chose vraiment à redire là-dessus. Hein. On a passé, nous on a été fermés pendant 2 mois et demi. On a réouvert le 22 juin. On ne pouvait pas réouvrir aussi rapidement qu'on l'aurait souhaité parce que c'est une grosse machine, il y a 3 points de vente, il y a 194 chambres. Mais j'avoue que la saison a été extraordinaire, comme tout le monde. Donc ça va être en restauration, en événementiel, je pense. Également pour les autres hôteliers, mais aussi pour toutes les professions qui découlent, enfin qui vivent sur le tourisme marseillais. Deuxième confinement, que vous dire, moi j'ai pris la décision de fermer parce que malheureusement avec une structure comme la mienne, ça coûte moins cher de fermer que de rester ouvert. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est continuer à exister parce qu'une entreprise qui est fermée, qui rapporte 0 sous, comment arriver à garder un enthousiasme, un rebond, une dynamique. Donc c'est exister au quotidien sur le court terme. Alors ça se fait à travers le caritatif, la solidarité. C'est pour ça aussi qu'on a lancé cette initiative du food truck sur notre parvis pour faire tourner les chefs marseillais tous les soirs. Ça marche bien. Et également rester engagé localement. Donc c'est pour ça aussi que je vous remercie d'être là, de m'avoir invité aujourd'hui, parce que je pense que c'est important. Et rester engagé auprès de nos employés, garder ce lien. Et ça, je vous avoue que c'est un gros challenge au quotidien. Parce que il y en a qui décrochent, hein, c'est normal, qui n'ont plus aucune activité depuis le 1er novembre. Donc voilà, ça c'est une de nos priorités en ce moment également, de garder cet enthousiasme et de garder le lien avec nos employés. Et ça se fait à travers différentes initiatives. On fait des Facebook Live tous les 15 jours. On fait venir les employés sur la base du volontariat pour décorer l'hôtel pour les décorations de Noël, même si on sait qu'on va peut-être pas être ouvert à Noël. Voilà, il y a différentes choses. Mais ça, c'est notre quotidien aujourd'hui. Et puis préparer l'avenir. Mais je vais peut-être me taire là parce que je parle beaucoup. Donc voilà, merci.
Alors, nous, les deux confinements, le premier, on s'y était préparé un petit peu avant, on sentait que ça tournait au vinaigre, et on a mis en place très tôt des outils. Je pense que nous, dans le digital, donc, puisqu'on fait vous avez bien compris, de l'informatique, et on a mis en place très tôt du télétravail, on n'a pas fermé, on a eu la chance de ne pas fermer, puisqu'on fait aussi le logiciel de paye, donc il a fallu paramétrer le logiciel de paye pour faire face au chômage partiel. Donc on a une activité en baisse, et j'allais dire globalement, j'ai regardé les chiffres là, avant de venir à la réunion, je préparais quelques notes, en tendanciel, on est globalement K-10, c'est-à-dire qu'on n'est pas à zéro. Donc globalement, j'allais dire qu'on a profité pour se remettre en cause et pour accélérer dans le digital. Alors, je pense en particulier à la téléphonie, on a mis en place un outil, et je profite pour les entreprises aussi de cette fenêtre pour parler des outils digitaux qui sont à la disposition de l'entreprise pour favoriser le télétravail. Je pense à des solutions comme Aircall, qui est une société française qui fait la téléphonie dans le cloud, où on peut facilement basculer les appels sur des fixes, sur le téléphone cellulaire avec des softphones, c'est-à-dire que la téléphonie traditionnelle avec des standards téléphoniques est complètement dépassée aujourd'hui. Donc on a mis en place des outils comme la téléphonie dans le cloud. On a mis en place des outils de signature électronique aussi, donc c'était très important aussi, de pouvoir digitaliser aussi tous les process administratifs. On a accéléré nous-mêmes aussi, on a accéléré dans le digital avec des startups aussi. Je pense à Tilki, qui est une société lyonnaise aussi, je fais la publicité pour des Français qui sont très forts là-dessus, et qui mettent à disposition la signature électronique en illimité pour moins de 30 € par mois. Donc ça facilite la signature de documents, et je suis toujours étonné de signer encore des papiers ou des bordereaux, c'est complètement dépassé. Et demain, les contrats de travail, je pense à l'Intercontinental aussi, il faut le savoir que de plus en plus aussi, on peut complètement dématérialiser aussi les signatures, les avenants, tous les documents. Donc on a accéléré dans la dématérialisation des documents. Et le deuxième vague, alors je vais vous dire sincèrement, j'ai fait un pari en interne. J'avais écouté le professeur Raoul une fois cet été, et qui disait il y aura probablement, alors c'est toujours, je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous réécoutez les médias, toujours prudent, il n'a jamais affirmé, il a dit il n'y aura probablement pas de deuxième vague. Et la deuxième vague est arrivée, celle-là je ne l'avais pas vu venir, je vous dis sincèrement, je ne pensais pas que nos clients, les commerçants, allaient fermer, donc, puisque nous on travaille avec des logiciels pour les commerces de détail. Et là pareil, alors je vais dire la première vague, on a eu la paye, la deuxième vague on a eu le e-commerce, le click and collect. Et pareil aussi, on s'attendait, donc on a mis finalement très très peu de personnes en chômage partiel, même pas, donc je vous l'ai précisé tout à l'heure, on est 25 salariés, on a mis en place que du chômage partiel relatif pour les commerciaux à 50%, et l'ensemble que 3 ou 4 personnes qui ont été impactées. Et donc l'ensemble de l'entreprise, on a été étonnés puisqu'on a fait du e-commerce, on a fait du click and collect, on a connecté des sites PrestaShop, là encore, société française de e-commerce, à des logiciels de caisse, et j'allais dire, pareil, deuxième confinement, on l'a pas vu arriver, mais finalement, une baisse relative du chiffre d'affaires, pas un effondrement du chiffre d'affaires. Voilà, j'ai été court, j'ai tendance à beaucoup parler, donc je cède la parole au Jardin du Cloître. Alors, le Jardin du Cloître, oui, je connais le chef. Voilà, donc la restauration, c'est un secteur particulièrement impacté, on le sait, c'est pas la peine de revenir dessus. Nous, le premier confinement, effectivement, on ne l'avait pas non plus trop vu venir, hein. On ne pensait pas qu'on resterait fermé autant de temps. Donc l'important était, même si des mesures ont été prises de façon assez rapide et réactive par le gouvernement, puisqu'il y a eu le PGE, il y a eu le chômage partiel, donc ça quand même bien, ça a permis en tout cas de survivre. Il y a la face cachée de l'iceberg, c'était la motivation des équipes et comment arriver à maintenir cette motivation, ce management avec les équipes. Donc nous, on a fait le choix, mais parce que c'est un engagement, c'est partie de notre ADN, avec le chef Portos, de dire on s'engage sur une action solidaire et on va produire des repas pour le SAMU social, pour Vendredi 13, pour toutes les associations qui distribuent au travers de leur maraude. Et on a produit pendant tout le confinement, le premier confinement, 20 000 repas donc pour l'ensemble de ces associations, avec des équipes de bénévoles, donc ça a aussi permis de maintenir l'image à flot du restaurant, de ne pas tomber dans l'oubli, parce que nous on n'est pas en centre-ville, on est dans le 13e arrondissement, donc déjà c'est compliqué d'expliquer qu'il y a un restaurant qui est ouvert au public dans le 13e, avec tout ce qu'on sait sur le territoire nord de Marseille, en tout cas tous les a priori. Faux. Hein. Voilà, donc ça a été très compliqué. Ensuite, ce qui a été compliqué, c'est que à la réouverture, on nous a imposé des mesures qui ont nécessité des investissements. Nous, je sais que ça a nécessité 5 ou 6 000 euros d'investissement. Bon, après 2 mois de fermeture, c'est aussi compliqué, hein, quand il faut aller chercher la trésorerie.
Des investissements, alors, il a fallu qu'on repense la disposition, l'aménagement, la décoration du restaurant, de façon à vraiment laisser de l'espace. Alors nous, on a la chance d'avoir énormément de surface, puisqu'on a une cour de cloître de 700 mètres carrés et une salle de 250, donc on peut facilement étaler les tables, et on avait plus de 10 mètres carrés entre chaque table, donc ça c'est la chance que l'on avait. Donc ça a nécessité de l'énergie, des investissements. Tout ça pour refermer à nouveau 3 mois après, fermeture. Alors là, par contre, dans la deuxième vague, on pouvait la voir venir. Enfin, je sais pas, quand j'ai vu comment les gens se comportaient tout l'été sur Marseille et ailleurs, on pouvait se douter que s'il y avait une épidémie avec une suspicion de seconde vague, elle était quasiment assurée. Donc on l'a refermé une semaine, puisque les restaurants marseillais sont plus à risque que les restaurants parisiens, paraît-il. Et puis on a refermé définitivement, donc définitivement au mois de novembre. Et là, on a, en plus, nous on a des jeunes en formation. Et lors du premier confinement, sur les 6 jeunes en formation que l'on a eu, 2 mois après, on a retrouvé plus que 2. Parce que les relâcher dans la nature, les récupérer après. Donc là, on s'est dit, pour ce confinement-là, il va falloir qu'on trouve à les occuper. Donc les équipes sont venues bénévolement encadrer ces jeunes la journée sur de la préparation des repas solidaires. Donc c'est une occupation, c'est occupationnel. Hein. Quand on conditionne des repas solidaires, c'est sûr qu'on ne dresse pas une table comme on le fait habituellement. Mais en tout cas, dans l'esprit, ça permet aussi de montrer à ces jeunes que des chefs d'entreprise, des sociétés, des restaurants ne sont pas là que pour gagner de l'argent. Il peut y avoir aussi un engagement, une éthique, un engagement solidaire. Donc c'est ce qu'on essaie de faire passer aussi, nous, dans la formation de ces jeunes-là, de dire on va vous former à des savoir-être et des savoir-faire professionnels, mais aussi à une certaine éthique. Et nous, le positionnement du restaurant, c'est celui de proposer une cuisine saine, à partir de produits bio, de travailler avec des producteurs locaux, donc sain, bio, local et de saison. Et donc ça aussi, ça fait partie, c'est le plus de la formation. Hein. C'est pas arriver avec du surgelé et envoyer dans le micro-ondes. Donc c'est apprendre c'est intervenir dans le cadre de la transition alimentaire dans la formation de ces jeunes. Donc là, les repas solidaires vont permettre de maintenir à flot. On a renforcé la formation théorique, donc sur une demi-journée qui leur permet de rester en salle et d'apprendre, de découvrir et de travailler sur la culture générale. Voilà, donc c'est comme ça qu'on maintient et les équipes donc en activité et les jeunes que l'on a en formation sur le restaurant. Là, on vient d'apprendre, c'est jusqu'au 20 janvier, a priori, qu'on est sûr. Si on est de bons élèves, si les Français sont de bons élèves, donc je vous invite à vous laver les mains, à mettre le masque. Il y a coupé la dinde en deux, à séparer papier de Voilà. Ça va loin. Hein. Voilà. En tout cas, en même temps, s'il y a un côté positif qu'on peut trouver, que l'on peut trouver à toutes les crises, c'est qu'elle nécessite de se réinventer, d'analyser ce que ça a généré. Aujourd'hui, je crois qu'il y a des comportements dans les consommateurs qui ont changé, qui ont été modifiés. Nous, on l'a vu après le premier confinement. Les gens qui venaient au restaurant venaient parce que justement, on proposait une cuisine avec des produits bio, locaux et de saison. Et que cet engagement éco-responsable, ils y étaient de plus en plus sensibles. Alors le fait d'avoir été à la ferme pour aller chercher leurs produits, etc., les a sensibilisés, ça n'a pas révolutionné le mode de consommation, mais en tout cas, il y a des habitudes qui sont en train d'évoluer, de changer, et on le voit, nous, dans les commentaires des clients. Et donc c'est là-dessus qu'on va essayer, nous, de réfléchir et de proposer de nouveaux menus, de nouvelles ardoises, de nouvelles formules. On avait lancé à un moment donné les soirées dégustation, le before au couvre-feu, hein, c'était juste avant le drame du deuxième confinement, et ça marchait très bien. On s'est aperçu que les gens dans ce format, on sort du boulot à 18h, et on va déguster des mini plats, non, c'est même pas des tapas, c'est des plats que l'on cuisinait, mais sur des formats très réduits, avec de la dégustation de vin, où vous faites venir un vigneron local, et ça c'est tout à fait un format. Et quand on arrivait à 21h où il fallait que le rideau soit tiré, on avait l'impression d'avoir passé une soirée où on partait à 2h du matin. Donc voilà, donc les comportements évoluent, et nous on va tenter de s'y adapter et de proposer encore quelque chose de nouveau dès le 20 janvier, si tout va bien. Mais oui, ça va ouvrir le 20 janvier.
Ouais. Alors d'abord, merci infiniment à l'UPE d'organiser ce type de petits rendez-vous. On est 4, mais on est beaucoup plus finalement en profiter. J'ai pu regarder tous vos autres formats avant. Et ce qui est bien dans une période de crise, quand une entreprise vit une crise, le chef d'entreprise il se sent coupable, il a un petit nuage au-dessus de sa tête. Et là, le fait de pouvoir partager les visions, on s'est dit ok, bon, j'ai pas de nuage au-dessus de ma tête, c'est le ciel qui est gris pour tout le monde et j'y suis pour rien. Donc déjà de déculpabiliser, de prendre du recul, je sais pas si ça vous le fait aussi. J'ai été plus serein moi pour me réinventer en me disant attends là j'ai pas fait n'importe quoi, je suis pas incriminé par ma mauvaise gestion. Donc c'est important, merci de nous faire partager et de diluer le poids de la crise sur beaucoup d'épaules d'entrepreneurs, même si on vit pas, enfin je pense qu'il n'y a pas de recette miracle et il n'y a personne qui a vécu ou qui vivra à la sortie de cette crise des choses de la même façon. Le but, c'est de vraiment couper l'isolement des chefs d'entreprise. Oui, bien sûr, voilà. Exactement. Donc, en tout cas, ça marche, bravo. Je pense qu'il y a quand même, il y a des fondamentaux. Hein. Enfin, moi, j'arrive en dernier, donc vous avez dit tellement de choses que je vais prendre les dernières miettes qui restent. Mais c'est vrai que les fondamentaux, c'est quoi? C'est moi, j'ai vécu la crise sur trois piliers, on va dire, qui étaient un pilier organisationnel. Vous l'avez très bien dit. C'est comment aujourd'hui une entreprise continue à produire, à délivrer du service. Dans un format complètement déstructuré, dématérialisé avec du télétravail, accéder à ces outils, continuer à pouvoir produire, travailler quasiment comme si de rien n'était. Deuxième, c'était un format managérial puisque effectivement, et ça vous l'avez également très bien dit, quand on n'a pas ses équipes sous la main au quotidien pour faire partager le projet d'entreprise, on peut avoir l'énergie, justement la vision commune qui se délite et comment on fait un chef d'entreprise pour remobiliser ses troupes dans ces formats très perturbés. Et puis le dernier volet, c'est le volet économique, quoi. C'est-à-dire il y a le marché, il y a les clients, il y a si le marché n'est pas là, là c'est encore un autre problème et il faut se réinventer sur de nouveaux produits, etc. Donc, nous on a vraiment vécu sur ces trois piliers-là. J'ai essayé toujours d'intellectualiser le truc en disant ça ne sert à rien de partir en courant en criant, ça ne va rien changer, donc on réfléchit, on analyse, on essaie d'être rationnel dans la façon de faire les choses. Et puis je me suis dit, c'est ce qu'attendent de moi mes salariés, je leur dois ça. C'est le moment, peut-être, un des meilleurs moments de ma vie pour leur prouver que je sers à quelque chose. Et ça l'a fait finalement, d'adopter cette posture et de la partager avec eux. Aujourd'hui, on n'a plus la même relation. Ils ont compris que je m'étais battu pour eux et que sur ce combat-là, sur ce front-là, le général n'était pas resté derrière, quoi. J'étais parti devant et j'avais pris les boulets à leur place pour les protéger de la crise. Et ça a vraiment changé les choses. Donc en fait, sur les trois volets rapidement pour revenir, organisationnel, on a une forte culture digitale nous aussi, puisqu'on vient vraiment du monde du digital. Et puis la communication, le marketing se sont digitalisés à mort ces dernières années. Donc on a tous les outils qui étaient à disposition. Il y a 2 ans, on avait organisé à l'Hôtel Dieu un breakfast sur l'entreprise libérée, puisque c'est un credo auquel on croit beaucoup. L'entreprise libérée, c'est notamment permettre à des collaborateurs d'avoir des modes d'organisation beaucoup plus libres, avec du télétravail. Un collaborateur qui a une petite gastro, qui ne peut pas venir contaminer ses collègues, mais en revanche, il est capable de produire. Est-ce qu'il me pose un jour de congé ou est-ce qu'il continue à bosser de chez lui? Moi, je préfère qu'il bosse de chez lui. Donc, on avait déjà équipé tout ça. Ça a été l'occasion de le tester sur le premier confinement en grandeur nature. Et en 24 heures, on a tout ça. C'était fait. Et la base du chiffre d'affaires, vous avez suivi combien, si c'est pas indiscret? Alors, je viens sur le troisième volet rapidement, comme ça je te donne les chiffres, mais c'est à part l'événementiel où ça c'est un crash, zéro, voilà. Sur le volet managérial, c'est pareil, qui dit entreprise libérée dit intelligence collective, c'est forcément, soit il y en a un qui réfléchit pour tous, soit on se dit que forcément à 30 cerveaux autour de la table, c'est beaucoup plus fort. Donc on avait déjà pris les habitudes d'échanger, de travailler, on avait mis des réseaux sociaux internes à l'entreprise. Donc les gens avaient déjà tous les outils pour continuer à faire vivre la communauté de l'entreprise. Et moi je me suis imposé toutes les semaines une visio, un point hebdomadaire où je parle à toutes mes équipes pour les rassurer, etc. Le QG est fermé mais on est encore là, quoi. Donc vraiment, voilà, ça a été un exercice très, très intéressant.
qu'on n'a pas vécu sur le deuxième confinement, parce que c'est un semi-confinement. Ouais, Donc, le fait que l'entreprise nous soit ouverte, ça change tout dans l'esprit des collaborateurs. Évidemment. Et après le volet économique, effectivement, on a une partie de notre activité, l'événementiel. Cette année, on va faire entre 8 et 10% du chiffre d'affaires l'année dernière. Et on était parti pour faire une très belle année. Donc c'est complètement fou. Donc ça, c'est la cata. Sur le reste, on a une baisse de chiffre d'affaires aujourd'hui, on va dire de 15-20% aussi. Mais on a travaillé sur nos charges. Du coup, ce qu'on n'a pas rentré, on essaie de pas le sortir. Tout le monde a joué le jeu. Et on a eu des transferts de business, puisqu'on a perdu, on a une activité d'édition par exemple, où on produit des magazines pour des clients, comme Surface Privée, etc. Mais là, il n'y a plus de magazines produits, plus de magazines distribués, donc on a eu des coupes franches qui étaient directement liées à la crise. D'autres clients et ça c'est très français, le réflexe pavlovien de j'entends le signal d'alarme, je vais me cacher dans la cave. On ne sait pas encore trop faire ça et c'est dommage parce que les anglo-saxons nous disent, même Sarkozy quand il est venu l'avait dit, le plus grand risque c'est de ne pas en prendre et c'est dur de se dire que c'est pendant la crise qu'il faut savoir prendre des risques. Donc on a eu un comportement induit du marché de repli qui était dû à la crise, comme on voit à la bourse d'ailleurs. Et puis d'autre côté, comme on est une agence de communication, on s'est dit on va faire de la communication de crise aussi. Et donc on a réussi à remporter des marchés qui ont en partie contrebalancé. Notamment on a remporté le marché du plan de relance du comité régional de tourisme. On a tous besoin du Sud, qui est un gros sujet et qui nous a permis là de prendre le taureau par les cornes et de dire cette crise, on ne la subit pas, on n'est pas opportuniste, on ne fait pas du business avec, mais on travaille avec les structures du territoire pour la combattre. Donc là-dessus, on a eu cette posture-là et finalement aujourd'hui, hormis l'événementiel encore une fois, et on a la chance, on a nos confrères qui sont dans l'événementiel, on a monté ce fameux syndicat, il y a un syndicat qui a été monté pour l'événementiel. Il y a d'autres initiatives, notamment sur le Vieux-Port, avec d'autres confrères où on s'est tous enchaînés, etc. Voilà. Mais on a des agences purement événementielles, ou du même secteur, qui n'ont malheureusement aucun autre levier, donc qui ont dû fermer leur agence, donc là perte d'énergie, perte de chiffre d'affaires. Nous, l'événementiel, c'est une filiale de Sunmed, donc on les a pris sous notre aile, ils continuent à venir au bureau même s'il n'y a pas de boulot, on absorbe leurs charges par l'effet du groupe, donc ils sont quand même privilégiés. J'essaie toujours de me dire, arrête de te plaindre, regarde les autres et tu verras qu'on n'a pas de quoi se plaindre. Et donc, on a eu le temps de travailler sur comment se réinventer, comment changer de modèle, se redigitaliser un peu plus, absorber le nouveau paradigme, parce que c'est à mon avis une vraie solution de réponse à la crise. Alors, dans le mot entrepreneur, il y a entreprendre. Et moi, j'ai envie de regarder les côtés positifs de ce que nous apporte cette crise. Parce qu'évidemment, il y a des côtés positifs, dans toute crise, il y a des côtés positifs, des modes de changement de nos entreprises. Je voudrais savoir comment vous voyez l'avenir, mais pas tellement en termes de développement, mais comment les mesures que vous avez prises pendant le confinement ou pour gérer cette crise, vous considérez qu'ils vont être pérennes en termes de management, en termes de digitalisation, et qu'est-ce que vous pensez que ça va apporter à votre entreprise, et est-ce que ça vous a permis d'envisager des choses que si la crise n'avait pas existé, vous ne les auriez pas envisagées, ou vous faire accélérer. Moi, je voudrais vraiment qu'on prenne sur les côtés positifs et l'avenir de nos entreprises. Là, c'est dans le... Allez-y. Alors, l'avenir. Déjà, moi, j'ai demandé à tous mes collaborateurs d'oublier le mot « c'est compliqué ». Parce que je pense qu'on a tellement entendu ça que, alors là, mais ras-le-bol. Donc, tu as fait une note de service? Oui, non, j'en ai parlé beaucoup, mais j'aurais dit, et à chaque comité de direction, le premier qui me dit c'est compliqué, il met 1 euro. C'est pratiquement ça. Non, parce qu'on tombe tellement dans la complaisance du compliqué qu'au bout d'un moment, chez moi on dit bachtakosi, et oui, il faut qu'on arrête. Donc, alors on a beaucoup parlé de flexibilité, d'agilité. Moi maintenant, mon nouveau credo, c'est la résilience. Parce que la résilience, c'est se reconstruire même quand on est dans des moments qui sont difficiles. Et je dirais que chaque initiative que l'on prend
à laquelle on pense, à laquelle on réfléchit. Parce qu'aujourd'hui, moi, je me projette complètement dans l'avenir. Je suis au contraire très positive parce que je pense réellement que notre industrie va rebondir, mais plein feu, parce que les gens, ils en ont ras-le-bol de pas voyager, de pas aller au restaurant, des sociétés qui ne sont pas réunies depuis plus d'1 an. Enfin, ça va rebondir, c'est évident. Et c'est juste comment être le plus à même à capter ce business et à être fort de réactivité pour attirer ce business. Alors, est-ce que ça sera au mois de mars? Est-ce que ça sera en avril? Est-ce que ça sera en 2022? Alors, les analystes, grandes analystes qui nous disent que ça ne reviendra jamais à la normale avant 2024, bon, bah, peut-être. Hein. En attendant, il faut qu'on vive avant 2024. Et je continue à, oui, comme je le dis, à être très positive. Et pour répondre peut-être plus clairement à votre question, moi, c'est ce que j'ai appris. Franchement, et c'est ce que j'essaye d'inculquer à mes équipes. D'abord parce que on fait pas des métiers compliqués. Moi, je suis désolée, je suis une aubergiste, hein, donc je peux. Belle auberge d'ailleurs. Belle auberge, je suis une aubergiste, donc il n'y a pas besoin de se réinventer de A jusqu'à Z. Ce qui est important, et vous le disiez très justement, c'est de servir des bons produits, d'avoir la passion humaine pour les servir, d'arriver à fédérer les équipes pour qu'ils le fassent bien et de créer une expérience au client. Donc, c'est là-dessus que je me projette. Alors, je me projette en pensant à la clientèle internationale, comment on va la faire revenir, parce que l'intercontinental, sans aucune arrogance, mais je pense a été un moteur pour amener un peu une clientèle internationale sur Marseille et la Provence. Et la preuve, c'est que c'était 60% de notre clientèle avant la fermeture. C'est l'innovation technologique, le digital, vous en parlez très bien, mais c'est aussi comment, à travers certaines technologies, on arrive à attirer des clients. Moi, j'ai monté des site inspections. Alors, site inspection, vous, ça vous parle, mais site inspection, c'est comment on fait une visite de nos locaux et on va confirmer un business. Donc, on monte des site inspection virtuels, on développe la technologie dans nos salons. Je crois énormément à l'événementiel. D'ailleurs, je dis également à mes équipes, on arrête de parler de séminaires, de réunions de travail. Tout événement dans un établissement, dans un lieu, et de l'événementiel est une expérience. Voilà, et puis la restauration, c'est clair que moi la restauration c'est 50% de mon chiffre d'affaires, hein, c'est pour ça que je parle d'aubergiste. Comment demain, je suis confiante parce que j'ai la chance d'avoir de belles équipes, je suis confiante qu'on pourra relancer cette activité et le Marseillais, je ne suis pas marseillaise, mais le Marseillais, ce que j'ai appris au bout de ces 2 ans et demi, c'est qu'il adore aller au restaurant et il adore sortir. Voilà. Donc au bout d'un moment, il faut juste avoir la bonne offre au bon moment et l'humilité de faire bien notre métier. Je vais vous demander il nous reste 4 minutes, donc voilà. Non, mais c'est pas grave. Il fallait que. Voilà, je vous en prie. Juste en 2 mots, je pense que toute crise crée des opportunités, quelle qu'elle soit. On avait vécu plein de crises dans le passé, on rebondit plus fort. Moi, c'est ce que je dis à mes équipes dès le premier jour, on a fait une réunion de Teams. Et on a créé des opportunités, donc je vais faire très court aussi. Nous, ça va créer des opportunités de rachat. Donc il y a plein de concurrents qui sont en situation de faiblesse. Alors on n'en profite pas, puisqu'on les intègre, on récupère les équipes. Là, c'est ce qu'on a fait à Brest. C'est pas évident j'ai découvert qu'il y avait un vol Marseille-Brest direct d'ailleurs, à cette occasion. On est heureux de l'apprendre. Voilà, j'ai découvert la Bretagne. Donc voilà. Donc il y a des possibilités de ce qu'on appelle de croissance externe. Et il faut en profiter. Moi, je suis encore jeune, donc j'en avais jamais fait. Donc c'est ma première acquisition et je pense qu'il y en aura d'autres. Et j'ai comme ambition d'en faire une par an. Voilà. Donc là, on a dit si on en fait réussir celle-là, on en fera d'autres. Voilà. Donc c'est une crise crée des opportunités. Nous, de notre côté, on est sur un territoire de Marseille qui n'est pas le plus connu ou le plus réputé, mais on a vraiment un bijou sur ce territoire-là. Notre challenge aujourd'hui, ça va être vraiment d'inclure le digital dans le fonctionnement du cloître et des jardins du cloître. On bénéficie d'espaces justement dédiés à l'événementiel, donc il faut qu'on arrive à jouer aussi sur la combinaison de ces 2 atouts, un espace événementiel, un espace restauration, dans un cadre qui est assez magique. Donc le challenge, c'est d'arriver à communiquer pour vendre ces 2 espaces, cette combinaison des 2 espaces, et permettre au public de se l'approprier beaucoup plus qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc ça va être le challenge de la réouverture, du renouveau. Alors, 1 minute, je prends.
Non, mais allez-y, donc, vous bon. pouvez faire 2 minutes quand même. Dans la réponse nous, technique de la digitalisation, Oui. que ce soit une partie de l'événementiel, parce qu'on ne pourra pas tout digitaliser, et surtout pas dans l'événementiel. Mais il y a beaucoup de petits événements qui avant ne se justifiaient pas physiquement, surtout quand il y avait beaucoup d'impact carbone, que les gens prenaient l'avion juste pour se voir à 10 minutes, repartaient, etc. Là, on sait que ça va se digitaliser sur des petites plateformes, donc on est en train de travailler dessus. Le reste, on espère que les gens continueront à se serrer la main et à partager voilà, des moments de convivialité. Donc, digitalisation, c'est une réponse technique, mais l'autre réponse du chef d'entreprise et de ses collaborateurs, c'est effectivement la proactivité. On est souvent trop réactif. Je me suis rendu compte, il se passe quelque chose, on réagit. Alors des fois on réagit bien ou vite, mais on ne fait que réagir. Proactivité, c'est une vision prospectiviste du marché, de nos marchés, du monde, des nouveaux paradigmes. Et si on ne fait pas cet exercice-là régulièrement, de se poser la question, de se dire voilà, qu'est-ce qui va changer, on a tendance à être réfractaire au changement, à freiner, à ne pas vouloir que les choses bougent. On n'a plus le droit de faire ça. Alors il y a effectivement la résilience. Mécaniquement, la résilience, c'est la capacité d'un corps à reprendre sa forme après un impact. Je vais même aller plus loin. Aujourd'hui, il faut même que... on ne peut pas se contenter de reprendre notre forme. Il va falloir qu'on change un petit peu de forme aussi après l'impact. Donc voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on s'essaye à cet exercice-là, qu'on se remette en cause, en question, et qu'on n'ait pas peur finalement de se réinventer, de se dire que ce qu'on faisait avant, en fait, on le fera peut-être plus demain ou plus de la même façon, et que notre centre de valeur doit se déplacer et qu'on n'attende pas la prochaine crise pour se poser ces bonnes questions, parce que là, celle-là, au moins, s'il y a une leçon à retenir, c'est que voilà, on doit être prêt pour éventuellement la prochaine. Je touche du bois, mais si elle arrive. Eh bien, merci de ces échanges très riches et très intéressants. Et la prochaine édition de Place des Entrepreneurs, c'est demain. Merci. Merci beaucoup.